Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouvrage paru. Sociologie et environnement. Collection dirigée par Salvador Juan. Le progrès est aussi progrès d'une menace de plus en plus exportée vers les pays les plus dépendants. Trop peu de travaux sociologiques émergent pour rendre intelligibles les tendances profondes d'une société à la fois plus inhumaine, plus dangereuse pour les équilibres du milieu et plus riche. La collection Sociologie et environnement est née de ce constat. Certes, selon le mot du poète Hölderlin, avec la menace croît ce qui sauve, mais seule une conscience informée des risques et de ce qui provoque la dégradation tant de la qualité que des conditions de vie est susceptible de se concrétiser en réformes humainement supportables et socialement admissibles. Dans une perspective socio-anthropologique et critique tant des questions d'environnement global que d'écologie urbaine, en articulant les interprétations théoriques et les résultats empiriques, la collection Sociologie et environnement entend participer à l'émergence de cette conscience sociale. Elle présente aussi les alternatives portées par les mouvements sociaux et les pratiques de résistance contestant le productivisme ou la domination des appareils technocratiques. Ouvrage paru. Aurélie Roussary, De l'eau potable au robinet ? Santé, environnement et action publique, 2013. Jean-Michel Panoff, dire, le risque biologique. Une approche transdisciplinaire, 2013. Frédéric Goulet, Daniel Magda, Nathalie Girard et Valeria Hernandez, dire, l'agroécologie en Argentine et en France. Regard croisé, 2012. Abdelhamid Abidi et Jacques Fialer, dire, quelle gouvernance au service de la mobilité durable ? 2011. Michel Daubray et Salvador Juan, dire, consommer autrement, 2009. Igor Babou, disposer de la nature, enjeux environnementaux en Patagonie argentine, 2009. Dédicace. Nul ne peut se sentir à la fois responsable et désespéré. Pilote de guerre, Antoine de Saint-Exupéry. À nos enfants, neveux et nièces, pour que leur avenir leur appartienne. Introduction. Le péril est grand, mais il n'est pas invincible si nous gardons la clarté de l'esprit, la fermeté du vouloir, si nous savons avoir à la fois l'héroïsme de la patience et l'héroïsme de l'action. Jean Jaurès. La fatalité est l'excuse des âmes sans volonté. Romain Rolland. L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Antoine de Saint-Exupéry. En ce début du XXIe siècle, l'humanité est en danger et elle le sait. Chacun d'entre nous sent bien que quelque chose ne fonctionne plus. L'horizon obstinément scruté de la croissance ne permet pas toujours de percevoir l'accumulation de nos difficultés. Chômage, dette, inégalité, pollution, montée des extrémismes, défiance généralisée envers la politique. La perspective démocratique ne semble plus pouvoir y répondre, comme si la complexité croissante de nos sociétés interdisait l'émergence de réponses cohérentes de la part de nos représentants élus. À ce brutal constat, il faut poser la nécessité ardente de trouver un chemin vers un avenir plus optimiste. Et pour cela, nous devons solder notre proche passé. La deuxième partie du XXe siècle fut celle de l'extension de l'exploitation planétaire des ressources, et particulièrement des plus étonnantes d'entre elles, les hydrocarbures. Ce fut une époque de grande prospérité, hélas bien mal partagée. Cette période se termine. Pour éviter l'extension du chaos, nous devons inventer une autre manière de vivre et de partager. Ce livre s'adresse à tous ceux qui sont convaincus que nos vieux pays supportent une crise longue et multiforme depuis trop longtemps, à ceux qui constatent la persistance de la crise économique et s'inquiètent du réchauffement climatique, à ceux qui sont persuadés que l'urgence, aujourd'hui, est la recherche de solutions fortes et efficaces à ce double constat. Pour eux, nous allons décrire et préciser les relations entre ces différents problèmes, mais nous allons surtout explorer et exposer des solutions. Bien souvent, les propositions, dans un essai d'analyse politique, occupent un dernier et court chapitre. Ici, ce sera l'essentiel de notre propos, étant entendu que nous allons décrire des propositions concrètes et réalisables par le personnel politique sur le terrain, sans chercher à attendre l'émergence d'un hypothétique « nouvel ordre mondial ». Comment qualifier le projet qui a donné lieu à la rédaction de cet ouvrage ? Il s'agit d'un essai de politique fiction. Il faut prendre le terme d'essai dans son sens littéral.
C'est une tentative pour essayer de trouver des solutions aux graves problèmes que rencontrent nos sociétés soumises à la double crise économique et écologique. Alors que la majorité des ouvrages consacrés à l'écologie ou à l'économie se focalisent sur nos erreurs passées ou cherchent des solutions immédiatement applicables, l'auteur de ce livre essaie de se projeter dans l'avenir dans plusieurs décennies. Rejetant les habituelles narrations apocalyptiques, nous allons faire le récit d'un monde dans lequel nos sociétés auront su trouver les clés d'un avenir cohérent. La réflexion menée ici a pour objectif la recherche d'idées audacieuses, qui puissent anticiper sur un avenir qui réclame imagination et invention. Elles ont l'avantage d'être proposées hors de tout lobbying, en toute modestie, mais ces propositions devront être soumises à l'épreuve du réel. Les partis politiques peuvent s'en emparer si elles leur paraissent utiles. En effet, ayant de multiples tâches, dont la plus prenante est celle de conquérir ou de maintenir un électorat, le personnel politique n'arrive malheureusement plus à consacrer assez de temps et d'énergie à la recherche de politiques publiques pertinentes. Dans un monde de plus en plus complexe, les solutions choisies par les élus sont souvent simplistes, parfois purement électoralistes. Elles n'ont pas été construites avec le recul et la sérénité nécessaires. Les universitaires peuvent être alors des forces alternatives de proposition. Malheureusement, la compartimentation des savoirs et les cultures professionnelles des chercheurs privilégiant l'analyse et non l'action et la décision, ne favorise guère l'implication de la très grande majorité d'entre eux dans ce domaine. En ce début du XXIe siècle, les enjeux sociaux et environnementaux, les difficultés économiques et politiques de l'Europe et du monde donnent au personnel politique une responsabilité écrasante pour permettre à nos sociétés de répondre à des défis d'une très grande complexité. Ni la démagogie, ni les réponses traditionnelles, construites autour d'idéologies dépassées, n'arrivent à régler les problèmes que nous rencontrons depuis plus de 30 ans. Ces difficultés s'accélèrent, et ce livre a été conçu pour modestement participer à la recherche de solutions politiques réalistes et efficaces, qui devront être innovantes pour espérer réussir davantage que les politiques précédentes. Il nous faut inventer la possibilité de nourrir et faire vivre ensemble une humanité de bientôt 9 milliards d'individus. Comment allons-nous ordonner notre propos ? D'abord, dans un premier temps, nous allons montrer les liens entre la crise économique lancinante de nos pays occidentaux développés et les questions environnementales. L'affaiblissement progressif de la croissance provient en grande partie de la concurrence de plus en plus vive pour accéder aux différentes ressources nécessaires aux activités économiques. Dans un second temps, nous allons tenter de comprendre pourquoi, face aux crises mêlées, économiques et écologiques, le politique semble devenu impuissant à agir, à trouver les leviers d'une prospérité partagée. Nous défendons l'idée que la fiscalité reste le meilleur outil efficient pour transformer durablement nos sociétés et les conduire vers une transition durable. Nous développons une stratégie fiscale originale, la méthode des contributions incitatives. Enfin, dans une troisième partie, nous allons décrire comment une méthode inédite de transformation sociétale et le recours à des actions publiques innovantes peuvent réformer nos sociétés développées. Nous allons expliquer et raconter comment les transitions écologiques viennent nourrir la prospérité économique dans des secteurs variés. Les mobilités, l'habitat, l'agriculture, l'énergie, l'industrie. Cette réflexion universaliste ne portera que sur ce que nous appellerons, faute de mieux, l'Occident. C'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. Un ensemble de pays qui partagent à la fois un développement ancien, et depuis des décennies, une crise de langueur et de faible croissance. Nous mettons volontairement de côté les pays dont le développement est plus récent, ou qui ne l'ont pas encore connu, car leurs problèmes sont différents. Pour répondre précisément aux questions que nous nous posons, nous allons travailler en espace emboîté, nous focalisant successivement sur l'Europe, la France et la métropole marseillaise dans nos illustrations et analyses. Nous souhaitons bonne lecture aux lecteurs concernés par la nécessité de trouver des leviers pour changer le monde dans lequel il vit. Ce livre s'adresse en effet à tous ceux qui partagent cette conviction. Face aux crises que nous affrontons, l'innovation seule sera la solution. Partie 1. Comprendre nos crises. Comprendre nos crises. Notre civilisation sursaturée de connaissances et de moyens de savoir
offre tant de masques et de faux appuis que l'homme ne sait plus ce qu'il sait et ce qu'il ignore. Jean Guiton. Si tu as besoin qu'on t'explique pour que tu comprennes, ça veut dire qu'aucune explication ne pourra jamais te faire comprendre. Haruki Murakami. À la ville comme à la campagne, dans les têtes comme dans les corps, l'économie et l'écologie sont fâchées et s'ignorent. Les reproches réciproques s'accumulent. L'économie fermerait les yeux sur l'avenir, l'écologie ignorerait les réalités du présent. La réputation de sérieux et de rigueur de la première s'oppose à l'idéalisme supposé de la seconde. Nous les rassemblons quand nous analysons les crises contemporaines. Mais nous les envisageons comme des éléments juxtaposés. La crise économique serait isolée de la crise écologique. Il s'agirait de deux phénomènes bien différents. Et l'écologie serait un frein à la reprise des économies. Si nous voulons comprendre le monde complexe dans lequel nous vivons, il nous faut sortir de cette vision bicéphale. Ces deux univers mentaux contiennent en réalité des mécanismes intellectuels plus complémentaires qu'opposés. Ce que nous voulons montrer ici, c'est la quantité et la qualité des liens qui relient ces deux hémisphères de notre noosphère. Les crises économiques à répétition révèlent de nombreuses corrélations avec la lecture alarmiste de notre époque proposée par l'écologie militante. Mais se tournant le dos, les experts des deux côtés ne cherchent guère à les établir. Nous voulons changer de point de vue sur ces questions. Nous l'affirmons, le phénomène de croissance possède des liens importants avec l'évolution des écosystèmes. Cette réalité oubliée des analystes peut permettre d'expliquer, d'une manière différente, l'essoufflement généralisé des économies occidentales depuis 40 ans, le manque de vigueur de la reprise mondiale actuelle, l'installation et la généralisation pour longtemps des dettes et du chômage. Même s'ils sont encore mal partagés, jamais notre planète n'a connu davantage de prospérité et de confort. Mais jamais, l'humanité n'a autant occupé et utilisé les différents écosystèmes et ressources que celle-ci contient. Il est devenu nécessaire de comprendre les liens qui relient ces deux phénomènes. Car nous devons avoir un seul objectif: nous donner les moyens, trouver les solutions qui nous permettent collectivement de maintenir et partager cette prospérité. Or, ces solutions devront être durables. Dans cette première partie, nous allons essayer d'isoler les différents aspects des déséquilibres écologiques pour chercher les correspondances avec nos difficultés économiques. Il nous faut sortir des analyses traditionnelles qui ont montré leurs limites, nous intéresser à la rareté croissante de certaines ressources, nous pencher sur la consommation du foncier. Nous développerons sous différentes formes l'idée que l'ampleur des crises contemporaines mêle étroitement écologie et économie. Chapitre 1. Les explications traditionnelles à la crise ne suffisent plus. Pourquoi nos difficultés économiques se révèlent-elles inédites? Depuis 40 ans, les anciens pays développés que constituent l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon, nous les regrouperons sous l'appellation d'Occident, vivent une succession de crises économiques, séparées par des périodes de reprise de la croissance. La récession économique, née avec la crise pétrolière de 1973, s'est étendue à l'ensemble des pays occidentaux. Certes, ces 4 décennies ont été aussi le théâtre d'un formidable développement économique qui profite à une population aisée de plus en plus nombreuse. Mais depuis 2007, avec pour point d'orgue la crise des subprimes américaines née en 2008, le ralentissement généralisé de la croissance des économies se déploie dans la plupart des pays. Tous les espoirs de reprise solide de la croissance restent pour l'instant vains. Nous faisons l'hypothèse que ce retour, sans cesse différé de la croissance, mérite des interrogations et des explications plus originales que les justifications courantes des économistes. La crise économique actuelle est une crise longue et inédite. Pourquoi n'arrivons-nous pas à la dépasser? Que s'est-il passé alors depuis 40 ans dans nos pays dits développés? Comment expliquer cette persistance de la crise? Pourquoi aucun volontarisme politique n'a-t-il réussi à l'enrayer? Une tendance lourde. En prenant du recul, une analyse précise montre que l'accroissement du produit intérieur brut n'a cessé globalement de baisser au fil des ans. Par exemple, pour la France, il était, en moyenne, de 5,9% par an sur l'ensemble de la décennie 60, entre 1960 et 1970, pour descendre entre 1970 et 1980 à 4%.
Cette décroissance a continué, décennie par décennie, 2, 3 puis 2, pour atteindre 1,4% sur la période 2000 à 2010. La dernière période de crise, qui a commencé en juillet 2007, avec la crise des subprimes américaines, ne débouche pas sur une reprise franche, mais plutôt sur une stagnation générale. Le schéma habituel utilisé par la majorité des économistes ne fonctionne plus. Ils décrivent une succession de périodes de reprise séparées par des crises conjoncturelles d'adaptation. Des ajustements sont réalisés par les acteurs économiques, ce qui permet le retour de la croissance. En réalité, cette baisse tendancielle de la croissance ressemble de plus en plus à ce que les mathématiciens appellent une courbe asymptotique horizontale. La croissance diminue et se rapproche de zéro. Comme si nous étions, sans l'avoir voulu, dans une phase longue de ralentissement puis de non-croissance. Un phénomène nouveau qui interroge la notion de crise et révèle une nouvelle mutation. Globalement, nos sociétés restent prospères mais ne développent plus de richesses nouvelles. 2. Le pari pascalien du retour à la croissance. Certains experts économiques affirment que la reprise de l'activité recommencera bientôt. Ils nous avaient promis le dernier trimestre de 2013. Et nous avons oublié qu'un an auparavant, ils nous parlaient, sûrs et confiants en l'avenir, du dernier trimestre de 2012. En 2009, ils évoquaient déjà 2010 puis 2011. Ce rythme naturel de l'économie impose le retour quasi magique ou religieux de la croissance. L'homme politique croit en sa bonne étoile. La crise a été sévère, elle dure depuis trop longtemps. Elle doit obligatoirement s'arrêter, et ce retournement ne devrait pas tarder. Le Dieu croissance va les sauver, lui et le pays, comme le chrétien est persuadé de sa rédemption au ciel. Comme dans le pari de Pascal, il suffit de croire à la croissance pour espérer la voir revenir. 3. Pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre la longue stagnation qui s'annonce ? Le 8 novembre 2013, l'ancien candidat à la présidence de la Fed, Lawrence Summers, a tenu un discours particulièrement pessimiste à la 14e conférence Jacques Pollack du FMI. Depuis, les milieux économiques et les médias se sont emparés de ces propos et particulièrement, de l'usage de l'expression « stagnation séculaire ». Ce terme a été inventé par le keynésien Alvin Hansen à la fin des années 30, lorsque les économistes pensaient que la Grande Dépression allait durer très longtemps. Les économistes, dans leur grande majorité, continuent de se tromper et de se leurrer joyeusement, inventant au fur et à mesure de leurs erreurs de nouvelles grilles d'analyse. Après la reprise dans 2 ans des années 2009 à 2011, nous avons eu droit à la grande récession des années 2012 à 2013. Et maintenant voilà venu le temps de la stagnation séculaire. L'économie est une science merveilleuse. À chaque fausse analyse qui aurait dû discréditer la confrérie, celle-ci imagine une nouvelle idée qui fait courir les crédules que sont nos politiques et nos journalistes. Les justifications données à cette stagnation du siècle sont merveilleusement poétiques. Larry Summers explique qu'il faudrait investir davantage et que les gains de productivité ne sont pas au rendez-vous. Pour Paul Krugman, c'est la trappe à liquidité le coupable. Les taux d'intérêt étant très bas, les agents économiques préfèrent spéculer que d'alimenter l'économie réelle. Robert J. Gordon décrit comment la croissance de la productivité espérée grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication n'est pas au rendez-vous. Twitter emploie quelques centaines de personnes quand l'automobile en embauchait des centaines de milliers. Vous avez remarqué ? La plupart des économistes, désemparés face à un phénomène qu'ils ne comprennent pas, ne peuvent parler que d'une seule chose : des activités productives et de la circulation de l'argent. Ils ne peuvent imaginer d'autres explications. Ils ne savent pas comment faire pour inventer d'autres théories que celles qui tournent autour des gains de productivité, des taux d'intérêt, de l'épargne et de l'ensemble de leurs propres concepts. Comme si le monde des hommes se suffisait à lui-même, ne s'inscrivait pas dans des territoires, ne dépendait pas de ressources naturelles limitées, n'était pas soumis aux aléas climatiques. Cela s'explique sans doute. Quand on habite et travaille dans des centres-villes complètement artificiels, quand notre niveau de vie nous affranchit depuis notre petite enfance de la faim, du froid et de la chaleur, quand le frigo a toujours été plein, que l'eau coule au robinet depuis notre naissance, quand des avions nous mènent en vacances dans des paradis factices, alors pour toutes ces raisons, les faiseurs d'opinion qui vivent de cette façon ne peuvent imaginer d'autres explications à notre crise économique.
4. L'histoire au secours de l'économie. Pour comprendre ces difficultés de la pensée économique à examiner le présent, on fera appel à la science historique. Mais, on ne fera pas l'erreur de faire référence à une époque particulière de notre passé. L'historien, le vrai, déteste d'ailleurs cela. Il craint la démarche analogique, source d'erreurs et de confusion. Aucune époque ne peut être comparée à une autre, car chacune se signale par ses singularités. Relisons plutôt un grand historien français, de réputation mondiale, Fernand Braudel. Il distinguait 3 temporalités historiques. D'abord le temps court, l'histoire événementielle, l'agitation de surface. C'est ce que le flot constant de l'actualité nous apporte en vagues continuelles. Ce temps court ne permet pas d'analyser sereinement ce qui se passe. Collés au guidon du flot des événements, nous ne comprenons rien. Le débat sur le prix de l'essence succède à celui sur le gaz de schiste, suivi de celui portant sur le cumul des mandats. Nous ne voyons pas le lien entre chaque micro-fait. Nous sommes devant un puzzle épars dont aucune pièce n'est reliée à une autre. Ensuite, Braudel parle du temps social, le temps lentement agité des groupes humains. Chaque société produit ses intellectuels et ses décideurs. Ceux-ci sont outillés pour comprendre la société dans laquelle ils vivent. À l'échelle de la décennie, on peut tenter des analyses sur le devenir des classes moyennes, ou sur le phénomène de la périurbanisation. Nos experts et nos universitaires en sont là. Ils sont outillés pour comprendre leur monde en devenir avec les méthodes léguées par les professeurs qui les ont formés. Enfin, Braudel distingue le temps géographique, le temps presque immobile des changements qui ne peut s'appréhender qu'à l'échelle du siècle. Bien souvent, l'historien comprend a posteriori, bien longtemps après, le mouvement long de l'histoire. L'essor de l'Europe pendant les grandes découvertes n'a pas été analysé par les commentateurs de l'époque. Le basculement du centre du monde de l'ancien continent vers l'Amérique n'a été compris que dans la seconde moitié du XXe siècle. Seuls quelques intellectuels visionnaires ont compris ce qui s'était passé. Zoom. Prenons un exemple. L'augmentation soutenue et pérenne des prix des denrées agricoles qui ont doublé entre 2006 et 2011. Le citoyen, au gré du flot événementiel, en reste généralement à des explications simples, certains s'en mettent plein les poches. Elles ne sont pas toujours fausses, mais ne suffisent pas à comprendre ce qui se passe. L'expert, outillé de ses multiples et performants outils d'analyse, examine avec précision ce qui se déroule. Il nous parle de l'augmentation des épisodes de dérèglement climatique, de plus en plus fréquents. Il analyse le poids des politiques publiques des États qui vont restreindre les exportations, les effets des politiques de soutien aux agrocarburants, les changements d'habitudes alimentaires dans les pays émergents au profit de la consommation de viande. Il pointe les limites atteintes des révolutions vertes lancées dans le dernier quart du XXe siècle. Il peut aussi étudier l'influence croissante de la spéculation des marchés sur les matières premières agricoles. Selon ses opinions et représentations, il accordera une importance variable à ces différents facteurs. Chacun d'entre eux se révèle exact. La combinaison de toutes ces explications forme un ensemble rationnel et cohérent. Et pourtant, avec tout ce travail fouillé d'analyse, l'essentiel échappe à notre intellectuel expert. Il a minoré la clé fondamentale de cette situation. La population mondiale est passée de 5,3 milliards en 1993 à 7 milliards en 2012. En 19 ans, la demande s'est accrue de 1,7 milliard de bouches à nourrir. Voilà la seule explication que retiendront nos descendants, pour expliquer ce qui s'est passé. Cet exemple permet de comprendre la difficulté de la majorité de nos intellectuels et experts, qui nous proposent des analyses de moins en moins pertinentes. La crise ne va pas s'arrêter. Il s'agit d'une crise globale et totalement inconnue. Or, nos intellectuels et experts n'ont pas perçu cette éventualité. Ils n'ont pas connu ce type de crise. Ils ne savent pas l'imaginer. Ils ne peuvent la concevoir. Hors de leur entendement et de leur culture professionnelle, ils écartent cette hypothèse, la prenant pour des divagations d'écologistes illuminés. Finalement, les experts économiques et les chroniqueurs mondains se trouvent dans la même situation que les généraux et les dirigeants européens en 1914. Habitués aux courtes guerres espacées du XIXe siècle, ils ne pouvaient concevoir la guerre de tranchées. Les pacifistes passaient pour des plaisantins ou des traîtres. La guerre fut interminable et meurtrière.
La crise actuelle est une crise qui sera, elle aussi, longue. Il faudra bien s'y résigner. Ce que nous appelons notre crise est fondamentalement une crise nouvelle, dont les racines sont originales. En 1914, les journalistes n'ont pas compris Sarajevo. C'était une petite tension diplomatique qui allait se résoudre facilement. Personne ne pouvait prévoir l'extension à la planète entière d'une guerre longue et meurtrière. En 2008, la crise des subprimes a été comprise comme une crise économique classique. Et dans les années suivantes, nous avons du mal à concevoir ces événements inédits qui vont devenir mondiaux et bouleverser en profondeur nos sociétés. Finalement, la notion de crise suffit-elle à décrire les processus en cours ? Ne faut-il pas alors interroger sa signification ? 5. La crise, quelles premières explications ? Retraite, dette publique, chômage, croissance anémiée. Autour de ces problèmes récurrents et de plus en plus considérables, le débat fait rage au sein des sociétés occidentales. Dans les médias, les forums sur Internet, dans les familles, chacun y va de ses arguments et de ses solutions, défendant pied à pied son point de vue. Mais ce débat n'est-il pas, pour des considérations idéologiques, et par manque de recul des protagonistes, totalement biaisé ? Ne faut-il pas chercher d'autres systèmes d'explication à ses origines ? Malgré les divergences et la pluralité des points de vue, on peut rassembler les opinions autour de deux familles qui correspondent au paysage politique des différentes démocraties occidentales. Première famille qui décrit nos difficultés économiques par des rigidités structurelles et un État qui serait dépensier. La famille de droite explique que les raideurs administratives empêchent les entreprises d'être concurrentielles. L'État et les fonctionnaires auraient un poids financier qui, progressivement, nous ruinerait. Pour les partisans de la rigueur, on se réclame des dieux rigueur et liberté économique. Malgré l'omniprésence depuis 2 décennies, des politiques de réduction des impôts et du poids de l'État, ils veulent continuer et approfondir le laisser-faire économique. La deuxième famille, celle de la gauche, rend responsables les inégalités de revenus, les riches ne participant pas de manière suffisante à la solidarité nationale. Elle affirme aussi les nuisances du modèle spéculatif qui favorise la concentration du capital. Pour les keynésiens et autres gens de gauche, on appelle à l'aide le dieu relance. Seule une politique de reprise, grâce à l'argent public, nous fera repartir et permettra davantage de justice sociale. Ne rentrons pas dans les profondeurs de ce débat. Prenons un peu de recul et de hauteur pour examiner ce contexte. Cette situation de crise, nous la partageons aujourd'hui avec l'ensemble des pays occidentaux. Nous la vivons depuis longtemps. Elle a commencé en 1973, avec un approfondissement de cette crise de plus en plus profonde, malgré quelques périodes de rémission. Depuis près de 30 ans, les pays européens ont tenté différentes politiques pour trouver des remèdes. Certes, on a cherché parfois des modèles, scandinaves, anglais, allemands, etc., qui seraient plus efficaces que d'autres. Mais si parfois des spécificités nationales semblent avoir diminué l'ampleur de certains aspects de la crise, elle est bien présente partout, dans tous les pays. Ainsi, la famille de droite prend souvent le modèle anglo-saxon comme référence. Mais le Royaume-Uni, comme les États-Unis d'ailleurs, a aujourd'hui une dette publique abyssale. Ces pays ont pourtant toujours appliqué des politiques publiques moins interventionnistes que la France ou les pays scandinaves. La famille de gauche a vu ces conceptions politiques mises en pratique dans de nombreux pays européens, parfois pendant des décennies entières, France, Espagne, pays scandinaves. Et pourtant, cela n'a pas suffi à empêcher les délocalisations et la montée du chômage. La répartition des richesses a continué à s'aggraver. Comment alors ne pas se mettre à douter ? Si les politiques de gauche comme de droite ont été des échecs, ne faut-il pas chercher ailleurs ? Zoom. Utilisons la métaphore du gâteau pour expliquer ce double échec explicatif. La gauche explique que, pour résoudre le problème, il faut repartager le gâteau en faisant des parts plus égales. La droite a une opinion différente. Les parts ont été découpées de manière trop nette et rigide, il faut donc mettre le gâteau en miettes et chacun pourra se servir selon ses besoins. La réalité apparaît différente. Chaque année, le gâteau à distribuer, à une population de plus en plus nombreuse, a été de plus en plus petit. On ne s'en est pas rendu compte parce que le mouvement a été imperceptible au début,
Parce qu'il a été masqué par des artifices, des confiseries posées sur la pâtisserie qui ont fait illusion, explosion urbaine, progrès technologique, spéculation temporairement positive, qui nous ont fait croire que le gâteau continuait à être aussi beau et aussi gonflé qu'il l'était à l'époque des 30 Glorieuses. En réalité, nous nous sommes collectivement de moins en moins enrichis pendant toutes ces années, voyant gonfler nos dettes, nos dépenses, perdant des richesses à cause des délocalisations industrielles et financières. Cette tendance a pris des chemins différents selon les pays, mais elle est une constante forte dans l'ensemble de l'Union européenne, du Japon et des États-Unis. 6. Le déclin de l'Occident, une idée dérangeante et belle. La notion de crise ne suffit plus à décrire les phénomènes en cours. Pourquoi ne pas la remplacer par celle de déclin ? Le déclin de l'Occident, cela sonne comme le déclin de l'Empire romain. Cela nous renvoie à notre condition d'empire, dans le sens de l'emprise sur le monde que nous avons eu. Empire déclinant, souvenir d'un temps où la domination était l'essence même de notre puissance. Ce mot total a un autre avantage. Englobant dans un état général du monde ce que nous vivons au quotidien par petites touches, une usine qui ferme, une existence brisée par le chômage, il permet de nous détacher de nos peurs, de nos échecs, pour les ramener à l'état de conséquence d'une vague de fond qui nous échappe et nous submerge. Notre déclin est une belle idée qu'il faut défendre et diffuser. Pourquoi ? D'abord, il faut le dire, ce qui est une mauvaise nouvelle pour nous devient une bonne nouvelle pour les autres. Ceux qui, depuis les années 60, défendent le tiers-mondisme et le développement du Sud peuvent se réjouir de ce qui se passe pour les habitants de ces pays. Si notre paresse intellectuelle accepte l'idée qu'il s'agit d'une crise cyclique de plus, alors il suffit d'attendre que le balancier du temps repasse de l'autre côté pour que nous vivions de nouveau une période faste. Ce raisonnement fait de nous des fatalistes, emprisonnés par des phénomènes qui nous dépassent, assujettis à des lois naturelles sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Admettre, au contraire, l'idée de déclin suppose de comprendre le mouvement global qui nous atteint, réclame la recherche de sa compréhension préalable à la découverte de solutions réelles à nos problèmes. Si nous acceptons l'idée de déclin, nous pouvons avancer, chercher des solutions concrètes et globales. Nous sortons d'une culture protectrice qui, à gauche, fait s'arc-bouter chacun autour de l'idée de défense des acquis. Nous sortons d'une culture offensive de la droite qui pense que nous allons retrouver une croissance miroir aux alouettes en cassant les cloisons de nos contrats sociaux. Cette crise, une polysémie. Nous avons jusqu'à présent envisagé la question de la crise et du déclin, sous l'angle économie. Or, nous admettons peu à peu que cette crise économique reste certes une crise bancaire, boursière, immobilière, monétaire, une crise de la dette, du capitalisme. Mais elle se révèle aussi une crise morale, démocratique et sociale mêlée à une crise climatique, démographique et pétrolière. Toutes les acceptions et les analyses se mêlent. La crise est un phénomène global qui réclame d'autres outils, le recours aux visions croisées de différentes disciplines, la méfiance envers nos représentations traditionnelles. Pour comprendre, il faut chercher les tendances de fond de nos sociétés. Il faut abandonner l'écume de l'actualité quotidienne, relativiser les signes locaux et temporaires qui feraient croire à la fragile victoire d'une thèse sur une autre. Il faut explorer les tendances lourdes, dépasser l'analyse pointilliste des faits et chercher la synthèse, ce qui nous rassemble tous depuis 30 ans sur l'ensemble de notre vieux monde. Il est devenu nécessaire de sortir du débat mortifère sur les responsables du problème. Les riches et les spéculateurs pour le camp de gauche, l'État et les fonctionnaires pour le camp de droite, sans compter une certaine droite qui stigmatise les pauvres et les étrangers. S'il faut chercher à comprendre les dérèglements de notre système, il faut chercher ailleurs. Le terme de crise ne permet plus de comprendre les difficultés que nous vivons. En réalité, les économies des pays occidentaux vivent une importante stagnation économique. Elles ont atteint globalement un haut niveau de richesse, par rapport au reste du monde. Mais cette richesse est mal répartie et n'augmente plus. Il faut sortir des analyses traditionnelles et se donner des outils inédits pour appréhender une situation radicalement nouvelle. Autorisons-nous à nous écarter des habituels outils des analystes, prenons les chemins de traverse et mettons d'autres lunettes pour tenter de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Chapitre 2 : La rareté croissante des ressources. Comment influe-t-elle sur le ralentissement des économies ?
Pour comprendre pourquoi nos économies développées stagnent, il nous faut nous intéresser à une notion fondamentale de la pensée économique, la rareté. Mais il nous faut sortir des théories classiques, comme celle de David Ricardo sur la valeur. Ricardo apportait de l'importance au travail qui permet de valoriser une marchandise. Il pensait que les ressources, qui peuvent être très répandues, avaient peu d'influence sur la valeur d'un bien. L'exemple de l'eau est classique. Elle lui semblait très utile, mais sans aucune valeur car elle serait commune et présente en grande quantité. Mais Ricardo est un homme de la fin du XVIIIe siècle, qui ne pouvait imaginer l'importance qu'allait prendre l'eau devenue au fil du temps, une ressource de moins en moins banale. Au fur et à mesure du temps, les sociétés ont investi les paysages de notre planète et ont exploité ces ressources. Au fur et à mesure, celles-ci ont été exploitées et se sont raréfiées. Faisons l'inventaire de ces ressources, examinons les différentes raretés, leur apparition et leurs conséquences sur nos sociétés et nos économies. 1. La rareté des ressources. Faisons une hypothèse. La généralisation de l'affaiblissement de la croissance s'explique par la difficulté croissante à accéder aux ressources nécessaires à nos économies. Ce phénomène se révèle crucial pour comprendre ce que nous appellerons la crise écologique. La crise écologique est une crise de la rareté. Elle s'applique aux différentes ressources utilisées dans les activités économiques humaines. Partout sur la planète, ces ressources se rapprochent de leurs limites d'utilisation. Le phénomène touche les océans, les terres agricoles, les terrains constructibles, les mines de phosphate, d'uranium, de fer. Il atteint la production agricole et modifie les processus industriels. La ressource vitale, que constituent les hydrocarbures, y joue un rôle déterminant. Les ressources touchées sont variées. On entend par ressource un moyen indispensable aux activités humaines dont la quantité est limitée sur notre planète, et dont la récréation est difficile, longue ou impossible. Cette rareté varie selon les territoires. Elle touche la planète entière. Chaque territoire, chaque économie est concernée. Elle prend de multiples visages. Les sociétés humaines, habituées à utiliser des ressources inépuisables depuis des siècles, ne le comprennent pas, ne l'admettent pas, ne le perçoivent pas. La crise écologique avance masquée. Parfois, l'opinion publique s'inquiète et débat des limites d'une de ces ressources. Est-elle en voie d'épuisement, ou au contraire, nous reste-t-il de la marge ? Certains tirent la sonnette d'alarme, des experts viennent nous rassurer. Et nous continuons alors son exploitation. Zoom. Hervé Lebras, un démographe français interrogé sur la population mondiale, explique que la Terre peut nourrir 11 milliards de personnes. Il nous rassure sur ce point. Mais il précise que cela nécessite de changer totalement nos habitudes alimentaires, ce qui paraît bien irréaliste. En généralisant le régime carné des pays occidentaux, nous ne pouvons réellement nourrir que 4 milliards de personnes. Les débats démocratiques sur ce thème portent sur le dépassement des limites. On s'intéresse le plus souvent à la date où nous ne pourrons plus collectivement nous suffire de cette ressource. Chacun sait pourtant que cette limite sera atteinte probablement au cours de notre siècle. Peu importe quand. C'est une réalité intangible qu'il nous faut admettre. Le lecteur s'étonnera sans doute de trouver dans ce chapitre peu de chiffres précis pour les différentes ressources citées. Il s'agit d'un choix délibéré. Les chiffres masquent la réalité du processus en cours. Ils sont toujours discutables et donc discutés, car ils sont manipulables. Or, la discussion sur le chiffrage masque l'importance du processus que l'on finit par oublier. Ce qui est essentiel, c'est le processus présent pour chaque ressource qui nous fait nous rapprocher peu à peu du plafond de verre des limites de celle-ci. Faisons maintenant un rapide inventaire de ces processus de raréfaction qui deviennent de plus en plus connus et décrits. Les hydrocarbures, les ressources les plus importantes pour nos économies actuelles, méritent une analyse plus approfondie. Nous y reviendrons plus loin. Pour les autres ressources du sous-sol, au rythme actuel d'exploitation des différents gisements, les principaux minerais utilisés par l'industrie seront épuisés au cours du XXIe siècle. Zoom. Le développement de la voiture électrique repose sur la technologie du moteur électrique qui est maîtrisée depuis un siècle. Ce qui freine son développement, c'est le coût important des batteries. Cela ne s'explique pas par un manque de maîtrise de la technologie,
mais par la rareté des métaux nécessaires à la croissance de l'industrie des accumulateurs. Sur les marchés mondiaux, les tensions se font croissantes pour l'accès à ces produits. Le phénomène ne peut que s'accentuer dans les années à venir. Zoom. Le phosphore, un composant d'origine minérale, a toujours été déterminant dans l'assemblage des engrais utilisés dans l'agriculture. Plus de 165 millions de tonnes de phosphate sont extraites du sous-sol chaque année pour des réserves mondiales estimées à 16 milliards de tonnes. Elles seront vidées en moins d'une centaine d'années en tenant compte de l'augmentation des besoins liés à la hausse de la population mondiale et au développement de l'agriculture intensive consommatrice d'intrants en grande quantité. Certaines études annoncent un déclin de la production dès 2030 avec des conséquences dramatiques sur la production alimentaire mondiale. Les ressources agricoles connaissent la même situation. Les écosystèmes sont de plus en plus sollicités. Les défrichements et la déforestation progressent devant la pénurie de terres agricoles. De plus en plus de paysans sont expulsés de leurs terres, ou celles-ci leur sont rachetées. Pour l'accès aux terres arables, la concurrence entre les différents agents économiques fait rage. De la même manière, les océans voient leurs ressources halieutiques diminuer de manière dramatique. Contrairement aux déclarations rassurantes de certains experts, surestimant la quantité de terres cultivables disponibles, les marges de manœuvre se réduisent de plus en plus. Les terres que l'on peut déboiser et transformer en champs deviennent rares, si on veut bien admettre que les espaces non défrichés jouent un rôle essentiel pour la préservation des écosystèmes et le stockage du carbone. En effet, les espaces disponibles se révèlent sollicités pour des usages différents qui entrent en concurrence. Un même espace ne peut à la fois être utilisé comme forêt, terre agricole ou espace urbain. Zoom. L'accaparement de terres agricoles, dans le monde, est en plein boom. L'Observatoire Land Matrix estime que, depuis le début du siècle, plus de 40 millions d'hectares ont été enlevés aux paysans pour être confiés directement à des grands groupes ou attribués à de riches propriétaires sous forme de concessions. Un dixième de ces accaparements concerne la seule production sucrière, un quart la production d'agrocarburants. Ainsi, la pénurie la plus importante est celle des territoires. Elle est aussi la moins visible par des populations qui ne se rendent pas toujours compte du mitage progressif des espaces qui environnent leur lieu de vie. L'extension des villes, de la périurbanisation, le développement des réseaux de communication entraînent l'artificialisation des terres et la destruction ou le morcellement des écosystèmes. La densification progressive de l'occupation humaine semble un processus inéluctable. La concurrence pour l'espace entraîne des tensions géopolitiques, de difficiles arbitrages locaux entre les usages et l'augmentation des prix des terres. Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur cette rareté croissante des territoires disponibles, un phénomène mal connu mais déterminant pour comprendre les processus en cours. La crise écologique de l'accès aux ressources apparaît donc comme une crise qui a d'importantes conséquences économiques. C'est une crise dont le nœud est la rareté croissante des ressources. Crise écologique et crise économique sont solidement reliées. Le retour de l'inflation est, à cet égard, un phénomène intéressant. 2. Comment interpréter le retour de l'inflation ? La conséquence la plus visible de ce processus général de concurrence pour l'accès à des ressources de plus en plus rares semble être l'augmentation généralisée des prix des matières premières. Minerais, hydrocarbures, aliments voient leur prix grimper. Longtemps combattus avec succès, les hausses de prix sont de retour. Des prix du gaz, de l'électricité en hausse continue, et contenus pourtant par les actions de la puissance publique, des prix des carburants qui régulièrement se rapprochent de leur record historique. Certes, officiellement, l'inflation reste faible, autour des 2% en Europe, mais les modalités de calcul des indices des prix à la consommation sont souvent critiquées. Elles reposent sur un calcul global qui mélange des éléments très différents. Restons-en à ces augmentations de prix précis qui concernent des produits ou des services qui touchent la vie quotidienne des Européens. Ces différents prix en hausse partagent tous le principe de rareté, décrit plus haut. Il s'agit à chaque fois de ressources dont la disponibilité n'est pas toujours acquise, ou pour lesquelles des tensions importantes se font jour entre l'offre et la demande. Le gaz et les carburants sont des hydrocarbures pour lesquels la demande sur le marché mondial est et restera très importante. L'électricité subit la nécessité, pour les opérateurs,
d'investir fortement dans les infrastructures et la sécurité pour en assurer la production. Le marché de l'immobilier est confronté à la pénurie de logements disponibles. Les denrées alimentaires subissent des tensions sur les marchés mondiaux et souffrent de l'augmentation des coûts des intrants, engrais et gasoil. Cette inflation n'apparaît donc pas comme une inflation classique liée à l'évolution de la croissance, de l'emploi, ou aux politiques monétaires des États. Mais il s'agit plutôt d'un phénomène créé par la rareté de ressources non renouvelables. Hydrocarbures, logements, terres agricoles. D'une inflation qui est fille de la mondialisation, d'une mondialisation qui a globalisé ses ressources et s'est étendue à la planète entière. C'est un processus qui est en lien direct avec la crise écologique, dont nous sommes en train de vivre les prémices. Pour la majorité des analystes, l'économie et l'environnement ne font pas bon ménage, le second étant considéré comme un coût au détriment de la croissance. Progressivement, il va nous falloir accepter l'idée que l'économie va dépendre de plus en plus de notre capacité à appuyer nos activités humaines sur des ressources durables. 3. Le travail, une nouvelle rareté. Il est courant de considérer le chômage comme un aspect important de la crise économique. Mais ne faut-il pas le voir aussi comme une composante essentielle de la crise écologique ? Faisons une hypothèse, cette crise écologique se révèle une crise de la rareté. Dans ce cas, pourquoi ne pas rajouter aux raretés des ressources du sous-sol et des terres agricoles la rareté du travail qui en découle ? Si on dispose de moins de ressources pour faire fonctionner l'économie, alors, la population augmentant en dispose de moins en moins de travail pour ceux qui en cherchent. Le Bureau international du travail estime à 197 millions le nombre total de chômeurs dans le monde en 2012. Il prévoit une augmentation annuelle de 5 millions en 2014 et encore de 4 millions en 2015. Ces chiffres sont probablement en dessous de la réalité à cause des méthodes de comptage inadaptées et disparates selon les pays, mais aussi des effets catastrophiques de la crise qui ont conduit nombre de jeunes à ne plus chercher du travail sur le marché de l'emploi. Le travail et son corollaire le chômage sont toujours abordés comme des composantes d'un système économique. On peut aussi changer de perspective et les analyser comme des éléments d'un système écologique. Si une société a épuisé ses ressources, alors elle ne peut plus offrir de travail à sa population, puisqu'il n'y a plus assez à produire. Nous n'en sommes pas là, mais faisons le constat que l'humanité peine à offrir du travail à toute sa population. Conservons cette hypothèse comme une des composantes possibles d'une crise écologique. Intéressons-nous maintenant aux hydrocarbures, ressources déterminantes pour nos économies, en prenant l'exemple du pétrole. 4. Le pétrole, cette addiction. Regardez autour de vous. Sauf si vous êtes en pleine forêt, il est probable que vous soyez entouré d'objets de nature diverses, fabriqués à base de pétrole. Le plastique a envahi l'ensemble des activités humaines. Habillement, habitat, ameublement, loisirs, sport, électroménager, il est présent partout. Sa principale qualité se révèle être aussi son défaut le plus important. Stable et solide, ses molécules se diffusent dans les océans et dans les organismes des êtres vivants. Si les premiers plastiques industriels ont été fabriqués à partir du lait, la galalite, à partir des années 30, ils seront ensuite presque exclusivement construits à partir d'hydrocarbures, principalement avec du pétrole. Car le plastique est révélateur de l'évolution de nos sociétés. Sans que nous nous en rendions compte, nous sommes devenus dépendants du pétrole qui a envahi l'ensemble des activités humaines. 1 kg de bœuf coûte 2 litres de pétrole, 1 km d'autoroute 60 000 litres et chaque Européen en consomme en moyenne 4-5 litres par jour. Bien entendu, la principale utilisation concerne l'alimentation de nos moteurs à explosion. Et sur ce point, malgré des recherches incessantes, nous n'avons pas réussi à remplacer l'efficacité énergétique de l'essence. Électricité, hydrogène, air comprimé, aucun n'a autant de qualité. Aucune autre énergie n'est capable de propulser un véhicule d'une tonne sur 1 millier de kilomètres, à grande vitesse, avec un combustible pesant seulement une soixantaine de kilogrammes. Le pétrole est devenu indispensable, car il a suffi de le prélever dans le sous-sol. Il y était présent en grande quantité. On se contentait de le trouver, et il jaillissait. Autant de qualité pour un produit abondant et bon marché. Toutes nos sociétés se sont développées autour de lui.
transport, chauffage, objets du quotidien. Il a tout envahi au point que nous l'oublions, que nous considérons les services qu'il nous rend comme naturels et allant de soi. Nous avons l'impression qu'il a toujours existé, comme un fidèle serviteur toujours présent et efficace, toujours disponible et corvéable. En somme, mais avec davantage d'efficacité, le pétrole joue dans nos vies le même rôle que jouait l'esclave pour le citoyen romain. Nous ne pouvons plus nous passer de lui. Le pétrole est devenu une addiction générale. Et pourtant, nous savons tous que ce produit miraculeux va disparaître. Mais comme nous ne savons pas quand, nous continuons à en profiter, nous ne nous préparons pas vraiment à son extinction. Le sujet est controversé. En 1970, les réserves de pétrole, publiées par les compagnies pétrolières, représentaient 72 milliards de tonnes de pétrole, soit 30 fois la consommation annuelle de l'humanité. Il était légitime de penser que nous aurions des problèmes vers l'an 2000. Or, nous en avons consommé depuis 125 milliards. Et les compagnies pétrolières nous annoncent maintenant 180 milliards de réserves. Comme si le pétrole se renouvelait tout seul. Dépendant des hydrocarbures comme nous le sommes, nous ne croyons donc plus aux prophètes de malheur qui nous prédisent sa fin. Que s'est-il passé en réalité ? Le prix du pétrole aujourd'hui est 30 fois supérieur au prix de 1973. Cette évolution des prix et de la technologie a permis de trouver de nouvelles réserves et d'aller plus loin. L'exploitation pétrolière en mer profonde, l'exploitation des gaz et huiles de schiste n'existait pas. Grâce à ces nouvelles techniques, on dispose de gisements potentiellement plus importants que ceux de l'or noir traditionnel. Mais vers 1970, seuls les habitants des pays développés composaient le gros du marché des consommateurs assidus. Aujourd'hui, et à l'avenir, l'ensemble des populations du globe vont devenir dépendantes de cette ressource. Nous allons donc bien atteindre le pic pétrolier tant redouté et annoncé. Mais nous allons l'atteindre quand ? Même si le sujet fait débat, les estimations raisonnables affichent 40 ans de réserve. Mais il ne s'agit pas de 40 ans de tranquillité. Car nous allons être de plus en plus nombreux à vouloir d'une ressource miracle de plus en plus rare. Les prix vont donc continuer à monter. Tout à notre addiction, nous ne nous rendons pas compte du coût colossal et croissant de notre dépendance. La situation pour le gaz et encore plus pour le charbon, certes moins tendue, se révèle aussi préoccupante. Le développement de l'exploitation des gaz et pétroles de schiste ne résout pas le problème. Il permet de repousser provisoirement les limites, avec un coût économique et environnemental très lourd. La baisse spectaculaire des prix à l'automne 2014 pourrait être perçue comme un déni de cette analyse. En réalité, cette situation s'explique par la myopie des marchés qui interprètent l'augmentation de l'offre comme un signal instantané enclenchant une baisse des cours. Cette augmentation de l'offre reflète la concurrence effrénée entre les anciens producteurs et l'apparition de nouveaux et coûteux gisements de sable bitumineux et de puits en eau profonde. Cette situation s'explique donc plutôt par une conjoncture très singulière car dans le même temps, les découvertes de nouveaux gisements se font plus rares. 5. Les enjeux énergétiques. Nous allons maintenant approfondir cette analyse. Cherchons à mieux connaître le coût réel de cette ressource cruciale que représentent les hydrocarbures, en nous focalisant sur les conséquences économiques de sa rareté croissante. L'enjeu énergétique est essentiel pour comprendre la crise que nous vivons. Le saviez-vous ? Quelques faits permettent de comprendre les difficultés que nous allons rencontrer. En 10 ans, 1999 à 2009, l'Europe a vu ses propres productions d'énergie fossile baisser de manière inquiétante. Moins 42% pour le pétrole, moins 25% pour le gaz, moins 44% pour le charbon. Durant la même période, la consommation énergétique reste stable. En 2012, 54% de l'énergie consommée dans l'Union européenne est importée. Mais pour le pétrole, notre dépendance monte jusqu'à 86,4%. En réalité, ces chiffres se révèlent sous-estimés car les statistiques considèrent le nucléaire comme une énergie domestique, sans dépendance aux importations de combustibles, alors qu'en réalité, il nécessite de l'uranium qui est importé à 97%. Prenons un exemple. Pour la France, la situation est sans doute plus inquiétante encore. Certes, la France aurait un taux d'indépendance énergétique de 51%. Mais,
Les chiffres sont biaisés puisque les importations d'uranium ne sont pas comptabilisées, le nucléaire étant comptabilisé comme du renouvelable. En réalité, la France ne produit réellement que moins de 1% du combustible nécessaire à sa consommation de pétrole, de gaz et de charbon. Le taux d'indépendance énergétique se réduit à 12%, hydroélectricité, solaire, éolien. La conséquence directe de cette dépendance accrue est le coût de plus en plus élevé de la facture énergétique. Les prix ont augmenté en Europe de 60%, dont plus de 20% depuis 2009, alors que la crise a diminué la demande énergétique du continent. Ce déséquilibre a un coût de plus en plus important. L'Union européenne a importé pour 84 milliards d'euros d'énergie en 1999, soit 1% de son PIB. En 2009, ses achats ont augmenté jusqu'à atteindre 488 milliards, 9% du PIB. Si l'Europe pouvait économiser cet argent, elle pourrait créer 17 millions d'emplois et résorber pratiquement son chômage. Pour la France, la facture avoisine les 60 milliards par an de déficit de la balance commerciale et le nombre d'emplois perdus à plus d'1,5 million. Ces chiffres permettent de comprendre le coût phénoménal de notre dépendance. Sans verser dans un catastrophisme inutile, il faut être lucide et reconnaître que la situation risque à terme de devenir intenable. Les coûts croissants de l'exploitation des hydrocarbures vont continuer à augmenter au fur et à mesure que l'on ira racler les fonds de tiroir de la planète. Le pic pétrolier, peak oil, va être atteint au niveau mondial, ce qui va encore davantage renforcer la difficulté de notre situation. Il existe d'autres facteurs aggravants. On verra probablement les tensions géopolitiques augmenter dans les zones d'exploitation. Les espoirs mis dans le gaz de schiste doivent être fortement relativisés. D'après les estimations, la Pologne, qui disposerait du gisement le plus important en Europe, pourrait couvrir ses besoins pendant seulement 23 ans. Ces estimations ont été diminuées ensuite. L'avertissement ne relève pas d'un catastrophisme de bas étage mais d'une réalité triviale. Dans les décennies à venir, les prix vont continuer à augmenter en situation croissante de pénurie. Face à cette situation, l'Europe apparaît particulièrement fragile. Cela s'explique en grande partie par l'antériorité de son développement économique. Depuis 2 siècles, le vieux continent a eu le temps d'exploiter ses ressources fossiles propres. Elle n'en dispose plus ou d'une manière marginale. L'Union européenne sera donc le premier ensemble géopolitique qui devra affronter la crise énergétique et la résoudre rapidement si elle ne veut pas sombrer. On peut avoir une vision plus optimiste de cette situation. L'Europe va devoir braver une pénurie qui deviendra mondiale. Elle doit donc inventer des solutions pour le reste de l'humanité et acquérir une avance précieuse en ce domaine. Ce qui vaut pour l'énergie vaut aussi pour les autres ressources. L'Occident va devoir construire des sociétés durables qui optimisent l'utilisation des multiples ressources nécessaires à ses économies. Si elle prend ce chemin, elle deviendra la référence d'une prospérité durable qui devra ensuite se diffuser au reste du monde. Chapitre 3. La consommation des territoires, principal moteur de la croissance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.